Lucas avait 13 ans. Le collégien a mis fin à ses jours samedi dernier. Entre 800 000 et 1 million d'enfants victimes chaque année de harcèlement scolaire. C'était des insultes, après c'est devenu des coups. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un autre Lucas, qu'il y ait un autre Ambre, qu'il y ait un autre enfant qui se suicide pour prendre des décisions. Le harcèlement scolaire est un fléau qui envahit nos écoles et préoccupe particulièrement le gouvernement ces derniers temps. L'INSEE, Nicolas, Lucas et encore trop d'autres enfants se sont donné la mort en 2023 après avoir été harcelés. Mais pourquoi le harcèlement scolaire existe? Comment lutter contre? Salut, c'est Océane et Liliane, et aujourd'hui on vous propose de répondre à ces questions dans cette vidéo. Mais Liliane, dis-nous, en fait, c'est quoi le harcèlement scolaire? Eh bien, selon le site du gouvernement, le harcèlement scolaire peut être défini comme une violence répétée, verbale, physique et ou psychologique. Le harcèlement scolaire fonctionne sur un système de triade. Une victime, un harceleur et un spectateur. Imaginons une classe de 40 élèves. 18 subissent une violence répétée et 8 subissent du cyberharcèlement. Faut savoir que le harcèlement scolaire peut causer pas mal de conséquences. Au niveau scolaire, la victime peut avoir des troubles de mémoire et de l'attention, jusqu'à causer donc des chutes de performance scolaire, et ça jusqu'à l'absentéisme. Sur le plan relationnel, la victime peut ressentir de l'isolement social et avoir des troubles de socialisation. Sur le plan psychique, il peut y avoir des troubles du comportement, des troubles anxio-dépressifs jusqu'aux tentatives de suicide et parfois la mort. Ces conséquences se poursuivent et persistent jusqu'à l'âge adulte. Ok, d'accord, mais en fait, pourquoi ça existe? Eh bien, il n'y a pas qu'une seule raison qui peut expliquer le harcèlement scolaire. Cependant, on peut tenter de l'expliquer par différents processus psychologiques. Le processus de groupe social et de stéréotypes s'explique par le fait qu'on a tendance à former des groupes avec les personnes qui nous ressemblent. Des attitudes négatives voire agressives prennent place vers les personnes qui sont différentes et qui sont donc stéréotypées. Mais il suffit pas d'être différent pour être harcelé. D'autres phénomènes entrent en jeu. On a tendance à vouloir se conformer et suivre le groupe dans ses comportements. Plus un groupe est nombreux, plus il est facile de voir des comportements agressifs par dilution de responsabilité. On apprend inconsciemment à reproduire des comportements qui sont récompensés. Et qui dit récompense dit notion de valeur. Et il s'avère que stéréotyper quelqu'un peut être valorisant. C'est en tout cas ce que suggère une étude de Collange et collaborateurs en 2009, qui ont manipulé l'estime des participants à travers des feedbacks négatifs ou positifs après un test. Les participants qui avaient eu une baisse d'estime avaient rejeté davantage le CV d'une personne stéréotypée par rapport à ceux qui n'avaient pas eu de baisse d'estime. Il y a des phénomènes sociaux, mais pas que. D'autres études ont mis en évidence des corrélations avec des facteurs internes à l'enfant, comme le statut socio-économique, le genre, mais aussi les compétences socio-émotionnelles. Grosso modo, l'empathie. Il a été montré que moins un enfant a de l'empathie, plus il a de chances d'être un harceleur. Adopter le point de vue de quelqu'un d'autre ne peut se faire sans empathie. Elle rend les gens moins égoïstes, car elle permet de partager les émotions et les sentiments des autres. C'est une composante fondamentale de notre intelligence sociale, mais on ne fait pas tous preuve de la même empathie, ce qui peut s'expliquer par différents facteurs, situationnels, mais aussi par notre évaluation de la situation. Mais qu'est-ce que l'empathie? En psychologie, on distingue les pensées des émotions. C'est la raison pour laquelle on peut aussi distinguer deux formes d'empathie, à savoir l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive, qu'on appelle aussi théorie de l'esprit. Ces deux notions sont très proches, mais on peut quand même les différencier. L'empathie émotionnelle correspond à la capacité à comprendre et à déduire les émotions ressenties par les autres dans un contexte social donné. Dans cette forme d'empathie, il y a un véritable partage, car on s'implique émotionnellement avec l'autre sans pour autant ressentir la même émotion. C'est d'ailleurs un point important car il ne faut pas confondre l'empathie et la contagion émotionnelle. Dans le cas de la contagion émotionnelle, c'est par exemple le cas d'un fou rire. Si on rigole, l'autre rigole aussi. L'empathie cognitive, c'est la capacité à reconnaître et à comprendre les intentions des autres, leurs croyances, mais aussi leurs désirs, et ce, sans connotation émotionnelle. Et c'est basé sur l'observation de leur comportement. En fait, c'est reconnaître que les individus peuvent avoir une vision du monde qui soit différente de la nôtre. Et donc il s'agira de les comparer, ce qui nous permettra d'anticiper leur comportement. Donc la différence entre les deux, c'est vraiment que dans l'empathie émotionnelle, on va s'impliquer émotionnellement avec l'autre, tandis que dans l'empathie cognitive, il s'agit davantage de comprendre vraiment ce que l'autre ressent. Mais l'empathie, comment ça fonctionne? Donc la théorie de l'esprit, ou l'empathie cognitive, ça implique plusieurs choses, notamment de décoder l'action de l'autre, son expression faciale. On va raisonner sur les connaissances qu'on a de l'autre personne, mais aussi sur le contexte. Et cela va nous permettre de comprendre, de prédire les actions de l'autre personne. Par exemple, lorsqu'on voit quelqu'un pleurer, on a tendance à penser qu'il pleure parce qu'il est triste. Alors qu'en réalité, peut-être que ce sont des larmes de joie et que la personne pleure parce qu'elle a reçu un diplôme. Donc ça, il n'y a que le contexte de la situation qui peut nous le dire. Est-ce que ça s'apprend? L'empathie est présente dès la naissance, mais elle continue de se développer tout au long de la vie. Faire preuve d'empathie, ça nécessite certaines compétences qui doivent être apprises, ce qui permet ensuite d'adopter des comportements adéquats dans des situations qui peuvent être pénibles pour les autres et sans pour autant en être nous-mêmes atteints. Et c'est là que réside tout le potentiel du programme
programme Vivre ensemble. Plusieurs actions du gouvernement ont été menées pour lutter et prévenir le harcèlement scolaire. Des vidéos de sensibilisation, l'interdiction des téléphones au collège et au lycée, le programme phare qui vise à sensibiliser et former élèves, professionnels et parents. Et depuis la rentrée 2023, des cours d'empathie sont en cours d'expérimentation. Mais de quoi s'agit-il exactement? Le programme Vivre ensemble, c'est un dispositif de prévention du harcèlement scolaire qui est issu du Danemark et qui a été lancé en 2005 par 2 associations danoises. Aujourd'hui, il arrive en France. L'objectif de ce programme, c'est d'apprendre aux enfants à se mettre à la place des autres en apprenant à les comprendre. Cela passe par le développement de compétences psychosociales chez les enfants, notamment le sens du dialogue, mais aussi l'élimination des stéréotypes. Ce qui leur permettrait alors de pouvoir gérer des situations de conflit de manière constructive et adaptée. De renforcer la confiance en soi, mais aussi de valoriser les différences, pour une scolarité qui soit inclusive et bienveillante. Ce programme est à destination des enfants de la crèche à l'école élémentaire, selon 3 kits. Donc aujourd'hui, on ne parlera que du kit réservé à l'école maternelle, qui est déjà disponible en France et testé dans les écoles à Paris. Puisqu'en effet, le kit qui est réservé à la crèche est actuellement en cours d'expérimentation, et celui pour les plus grands est en cours d'élaboration. Le kit réservé à l'école maternelle comprend des livrets d'activités sur comment se mettre d'accord en groupe ou alors comment décoder les émotions des autres. Le kit comprend aussi des massages à compter durant lesquels l'enfant va conter une histoire en effectuant des gestes de massage sur le dos de son camarade. Cela permet d'apprendre la notion de consentement. Enfin, on retrouve aussi des planches d'illustration de situations autour desquelles les enfants peuvent discuter et débattre entre eux. Pour les parents et professionnels, on retrouve des cartes de dilemme mais avec des situations différentes. L'objectif est de trouver une solution en groupe où chacun tour à tour va donner son avis. En bref, il s'agit aussi d'éduquer les parents et les professionnels à trouver des solutions et à bien réagir face à des situations pénibles. Alors peut-on dire qu'apprendre l'empathie est une solution pour prévenir le harcèlement scolaire? Eh bien, peut-être, mais on n'a en réalité aucune certitude. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agit d'un outil qui semble prometteur, puisqu'il reprend les problématiques psychosociales qui existent dans le processus de harcèlement scolaire. Par contre, affirmer avec certitude que ça fonctionne, ça, c'est pas vraiment possible. Même si 70% des professionnels jugent que les enfants sont plus bienveillants les uns envers les autres, eh bien la vérité, c'est qu'une seule étude à ce jour, datant de 2017, a été réalisée pour étudier si réellement ce programme a un impact sur les compétences socio-émotionnelles des enfants. En gros, seules de nouvelles études pourraient nous dire si oui ou non ça a un impact et si oui ou non ça prévient le harcèlement scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez qu'on parle d'un autre sujet.